Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes 10 meilleures lectures graphiques de l'année 2022. Alors il n'y a pas de classement, ce sont 10 excellentes lectures, elles sont toutes très différentes les unes des autres. On va commencer tout de suite avec un album jeunesse plein d'humour qui s'adresse aussi aux grands enfants. Ce livre il s'agit de 101 façons de lire tout le temps, illustré par Benjamin Shaw et c'est un livre de Timothée de Flambel, c'est publié chez Gallimard Jeunesse et c'est l'une de mes dernières lectures graphiques de l'année 2022 mais une lecture qui m'a simplement beaucoup fait rire, marquée par les illustrations et rappelé une lecture qui avait marqué mon enfance. Je ne me souviens plus exactement du titre du livre mais quand j'étais petite j'avais un livre qui était Les 100 enfants du monde ou quelque chose comme ça et c'était 100 portraits d'enfants avec des habitudes, des petites phrases rigolotes. En fait c'était simplement une illustration accompagnée d'une petite phrase et d'un prénom et j'aimais beaucoup cet album même si il me perturbait parce qu'il n'y avait pas les prénoms de tous les enfants que je connaissais. Bref. Et ce livre aussi il reprend la même construction, c'est-à-dire que l'on découvre une illustration, aussi un petit texte humoristique avec un bon trait d'esprit qui est pensé par Timothée de Flambel et mise en image par Benjamin Shaw. La plupart du temps l'image et le texte sont indissociables et offrent une expérience de lecture vraiment très sympathique. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que l'enchaînement offre une petite narration. Parfois, il y a entre différentes scénettes, différentes images et phrases, un lien, un film, parfois narratif, mais l'ensemble fait sens. La construction narrative du livre fait sens, même si on ne découvre pas là une histoire en elle-même. D'ailleurs, vous voyez peut-être derrière, mais ce personnage-là fait partie du livre. Alors attendez, il faut que je le retrouve. C'est le poulpe, ne choisit pas. Donc voilà, petit exemple de narration, on suit le somnambule qui vit dangereusement ici, et la page d'après, c'est l'irréductible se débrouille toujours, donc toujours pour lire. C'est vraiment très sympa, il y a plein de petits détails qui parleront à tous les lecteurs. En tout cas pour ma part, je me suis retrouvée dans certaines des situations et ça m'a beaucoup fait rire. J'adore les choix colorimétriques, il y a un pantone orange fluo ajouté aux illustrations, ça rend le tout extrêmement dynamique, bref. Énorme coup de cœur pour cet album jeunesse que j'ai déjà relu 3 fois. On poursuit du côté de la jeunesse et cette fois-ci je vais vous parler de L'Amicale du chocolat de Marie Novion publié aux éditions Sarbacane. Et dans cet album on va suivre le maladroit Germain qui va être obligé de tenir l'épicerie de Fanette qui est l'épicière de Saint-Amour-les-Clapotis et qui part en vacances. Seulement Germain, son frère, comme je l'ai dit, il est maladroit et surtout il ne se sent pas du tout capable de tenir l'épicerie. Mais il n'a pas le choix. Une fois que Fanette a quitté le village, eh bien Germain se retrouve livré à lui-même. Il est sans cesse comparé à Fanette par les autres villageois et cela lui pèse énormément sur la conscience. Il ne sait pas comment prendre soin de l'épicerie et bien évidemment une rupture arrive, celle du chocolat. Et les villageois le savent, il est impossible de travailler, de vivre sans chocolat. Germain, face à la grande tension qui anime le village, décide de quitter. Il prend la fuite, il part dans la forêt, seulement un petit groupe de villageois le rattrape et lui propose de l'aider. Germain évidemment il accepte et avec ce petit groupe de villageois, ils vont faire une commande de chocolat puisque il faut faire face à cette rupture et la commande s'avère énorme. Bon, ça ne s'arrête pas à l'aide pour une commande, bien évidemment, ces villageois vont l'aider à prendre soin de l'épicerie avant le retour de Fanette et Germain va être peu à peu apprécié par les autres et l'histoire continue ainsi. J'ai adoré cet album déjà pour le travail illustratif mais aussi pour la narration qui est très simple à suivre mais en même temps elle n'est pas minime. Les illustrations sont colorées, vivantes, j'aime beaucoup le trait de Marie Novion que j'ai eu l'occasion de rencontrer et du coup je me suis fait dédicacer cet album. Vraiment j'ai apprécié la construction de l'album et j'ai apprécié la douceur des illustrations et l'humour qui s'en dégage. C'est très vivant, on suit que des animaux à l'intérieur mais qui ont des habitudes d'humains. Je sais plus comment on appelle ça mais bon, bref. C'est vraiment un album coup de cœur, plein de douceur et à mes yeux abordable. Cette fois-ci je vous propose de passer du côté des romans graphiques et je vais vous parler d'une saga qui a d'abord été publiée en tant que webtoon et s'est vue déployer sur le papier. Cette série il s'agit de Space Boy de Stephen McCranie publié aux éditions Achilleos et quel énorme coup de cœur. Tout y est dans cette saga, il y a des sujets difficiles, d'autres plus futiles mais essentiels. La graphie est vraiment pop, abordable et addictive, il y a quelque chose de réconfortant dans ce livre mais en même temps on n'est pas dans quelque chose de tout rose et tout doux. Bref, dans cette saga, nous suivons Amy. Amy, c'est une jeune fille qui habite sur une colonie minière avec ses parents et elle est synesthèse, c'est-à-dire que tout pour elle a une saveur. Elle associe sa mère par exemple à la menthe. Et Amy, du jour au lendemain, elle va voir sa vie basculer le jour où son père va perdre son travail dans la colonie minière où elle habite, à l'autre bout de l'espace, et Amy va être contrainte, avec ses parents, de retourner sur Terre. Alors je dis retourner, mais Amy n'y a jamais mis les pieds, et elle va devoir s'habiliter à la vie sur Terre, une vie qui n'a rien à voir avec la sienne. D'autant plus que pour retourner sur Terre, Amy va devoir être cryogénisée, je crois que c'est ça le mot. Elle va passer 30 ans dans un cryotube, le temps du voyage entre la colonie minière où elle se trouve
et la planète Terre. Et lorsqu'elle va atterrir sur Terre, évidemment, elle va devoir s'habiliter à tous les développements technologiques, de langage, bref, tout ce qui va avoir évolué pendant que sa vie à elle était stoppée. Et aussi, elle va devoir faire face au fait que sa meilleure amie, Gemma, elle, a pris 30 ans sur la colonie minière et donc, et bien évidemment, Amy s'en retrouve chamboulée. Alors au-delà de toutes ces rencontres amicales, de toutes les choses qu'elle découvre sur Terre qui sont vraiment très bien retranscrites dans ce roman graphique, eh bien Amy va faire une rencontre un peu spéciale, celle d'un garçon qui n'a pas de saveur. Or, pour Amy, tout le monde a une saveur, et c'est quelque chose qui va beaucoup l'obséder, et peu à peu, elle va découvrir des choses à propos de ce garçon qui sont quelque peu déstabilisantes. Je vous en dis pas plus, mais de mon côté, je suis à jour dans cette saga qui compte, il me semble, 9 tomes en français pour le moment. Je ne sais plus. 8 tomes 9 quelque chose par là. Bref, j'ai lu tous les tomes parus à ce jour et c'est vraiment un énorme coup de cœur, d'autant plus que la saga prend son temps pour se construire, pour mettre en place son univers et faire des révélations au fur et à mesure. Bien évidemment, Amy, elle évolue et elle grandit et son personnage se complexifie et il en est de même pour les autres personnages qu'elle rencontre, notamment ce garçon qui n'a pas de saveur, qui va amener une facette de l'histoire beaucoup plus sombre et extrêmement prenante, proche d'une enquête. Bref, j'ai littéralement adoré et j'attends la suite avec impatience. Je sais que le jour où j'ai découvert le premier tome, après il m'était impossible de m'arrêter, j'ai acheté puis j'ai reçu tous les tomes les uns à la suite des autres et je les ai dévorés d'un seul coup. J'ai essayé de résister pour faire durer la lecture mais impossible. Et comme j'ai beaucoup de chance, j'ai aussi pu rencontrer Stephen McCartney qui venait en France il y a de ça quelques mois, donc j'ai une dédicace de cet illustrateur et j'en suis ravie, il est adorable, j'ai échangé avec lui et vraiment c'est une personne lumineuse, du coup ça me donne encore plus envie de découvrir la suite, mais j'attends la parution en français même si il existe la suite déjà en VO. Je me rends compte que pour l'instant les 3 coups de cœur que je vous ai présentés, et bien pour chacun, j'ai pu rencontrer l'auteur ou l'illustrateur, j'ai rencontré Marine Ovion, j'ai rencontré Stephen McCartney, et j'ai rencontré Timothée Flaubel à l'occasion de la sortie du livre, mais j'ai aussi rencontré Benjamin Chaud il y a de ça 2 ans, au Salon du Livre de Montreuil. On passe cette fois-ci du côté des mangas, avec un manga qui est à la limite d'être un artbook, il s'agit de Veil de Koteri. Alors ici je tiens le 3e tome en main, mais en l'occurrence je parle de toute la saga, c'est juste que je trouve la couverture du 3e tome beaucoup trop belle. Cette saga, eh bien elle narre la rencontre entre une jeune femme aveugle et un homme qui travaille dans les forces de l'ordre, et c'est une histoire à la limite de la romance, mais il n'est pas question de romance, mais plutôt d'une amitié passionnelle très très forte entre 2 personnages qui s'entraident. Il y a un gros travail de développement graphique et d'ambiance dans cet univers. Chose unique dans ce manga, on ne suit pas une narration qui se déploie au fur et à mesure des tomes, même si on en apprend de plus en plus à propos des personnages. On suit bien simplement 2 personnages dans des scénettes quotidiennes, mais aussi dans des pages d'artbook, dans des illustrations poussées ou alors plus schématisées. Bref, Koteri se fait plaisir dans cette série, et elle a bien raison au vu de la qualité de son trait graphique et de la pertinence de ses choix colorimétriques. Je suis absolument fan, je pense que ça se ressent dans ma façon d'en parler. J'étais assez réticente au début avant de découvrir ce manga, puisque le fait qu'il n'y ait pas une narration propre, plus traditionnelle, qui se déploie sur plusieurs tomes et qui raconte une histoire, eh bien ça me freinait. Seulement c'est grâce à cette démarcation vis-à-vis de d'autres mangas que j'ai pleinement apprécié cette œuvre, et je peux parler, je pense, d'œuvres au vu de la multiplicité des traitements et des choses que raconte Koteri à travers ce manga. Je vous propose de repartir du côté des albums jeunesse avec Perlin, l'enfant qui faisait tomber la pluie, qui est publié au Seuil Jeunesse, et c'est un album de Siegfried de Turckheim, et c'est une petite pépite. Je pense que le mot que j'emploierais à propos de cet album, c'est qu'il est apaisant, dans le sens où tout est léger à l'intérieur. Bien évidemment, le sujet ne l'est pas complètement, mais la façon dont tout est traité, c'est apaisant. Je pense qu'on le ressent déjà à la couverture, le trait est très très fin, et la palette de l'illustrateur est d'une très grande douceur. Dans Perlin, nous suivons un petit garçon qui a un don, celui de faire tomber la pluie. Au-delà du fait que c'est très drôle, eh bien c'est une capacité qui va vite être capitalisée par les parents de Perlin, puisque cet enfant, eh bien c'est un enfant miracle, et il peut faire tomber la pluie dans des lieux où régit la sécheresse, ou encore en éteignant des feux inaccessibles pour des pompiers. Bref, Perlin, il a une capacité hors norme et elle est rapidement exploitée dès son plus jeune âge. Seulement, un jour, eh bien, plus personne n'a besoin de lui, il tombe dans l'oubli puisque tout se passe pour le mieux du côté de l'approvisionnement en eau dans le monde, et Perlin ne semble plus être d'une grande utilité. Alors, le garçon, face à ce manque d'attention, après avoir été adulé par tous, eh bien, il a besoin de se faire remarquer et il fait une bêtise. Cette bêtise va coûter cher, seulement elle va aussi le ramener à l'essentiel, une rencontre qu'il avait faite quand il était petit. Et la clôture de l'album, qui parle pourtant de pouvoir et de capacité d'une grandeur infinie, eh bien, elle est d'une grande simplicité et j'ai
énormément apprécié cette chute. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pour les illustrations que je suis tombée amoureuse de cette histoire, mais la narration est très bien amenée. Elle est d'une grande poésie, voire même musicale, et il y a quelque chose de l'image figée dans cette transcription graphique que j'ai beaucoup aimé. Bien évidemment, on est loin du réel, mais il y a quand même une part de réalisme vraiment intéressant qui fait de cet album un très gros coup de cœur pour ma part. Bref, tout y était pour me plaire, et ça n'y a pas manqué. J'ai pu en plus rencontrer son auteur et illustrateur, qui est une personne passionnante. Je vous recommande évidemment de découvrir Perlin, mais aussi d'aller à la rencontre des auteurs des albums dont je parle, puisque cela fait toute la différence dans une expérience de lecture. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un énorme coup de cœur, tant pour la graphie de son auteur que tout ce qu'il retranscrit. Ce livre, il s'agit de The Magic Fish de Trung Le Nguyen, je prononce certainement très mal. C'est un roman graphique qui est publié aux éditions Ankama, et dans ce livre, il est question d'identité, de coming out, d'immigration, de contes de fées, bref, il y a un croisement de multiples sujets, mais qui se lie à merveille au sein du livre. Dans The Magic Fish, on suit un petit garçon qui s'appelle Tieng et qui est confus vis-à-vis de son identité. Il ne parvient pas à exprimer qui il est puisqu'il ne connaît pas exactement le passé de sa famille, mais aussi parce que Tieng le sait, il doit faire son coming out à sa maman pour pouvoir vivre pleinement son identité, seulement, eh bien, il ne trouve pas les mots pour le dire en vietnamien, sa mère ne parle pas anglais, et lui, il ne connaît que les mots en anglais pour dire qui il est, ce qui complique évidemment les choses. Seulement, il existe un lien fort entre la mère de Tieng et lui-même. Il est notamment construit par les histoires qu'ils se racontent l'un à l'autre, des histoires issues de la culture vietnamienne. Ce sont des contes de fées, et ces contes de fées que l'on retrouve au fur et à mesure de la lecture dans ce roman graphique, eh bien ils aident Tieng à dire qui il est et sa mère à apprendre l'anglais. C'est une histoire très forte qui lie des thématiques qui semblent pourtant n'avoir aucun sens ensemble, mais qui ici deviennent interdépendantes. C'est une histoire qui, je pense, peut être compliquée à lire, mais grâce à des codes couleurs, il est aisé de se retrouver dans cette histoire aux multiples facettes. En effet, il y a des couleurs appliquées aux différentes facettes de l'histoire, que ce soit pour les contes de fées, pour les passages de narration avec la maman. Bref, c'est riche, c'est bien pensé, et la graphie est d'une énorme douceur, il n'y a que des courbes, pas d'angle. L'ensemble se base sur des palettes très restreintes dont l'illustrateur explore les nuances. Bref, énorme coup de cœur, que ce soit pour le message, pour la culture qui y est transcrite, et tout simplement pour l'illustration. Je vous le recommande, je pense que parmi toutes les lectures que je vous présente, c'est l'une de mes favorites, et surtout l'une des plus marquantes. On repasse du côté des albums jeunesse, avec un livre de l'une de mes illustratrices préférées. Il s'agit de Électrique, la vie survoltée de Nikola Tesla. C'est illustré par Julia Sarda, que j'affectionne énormément, et c'est un album écrit par Azadeh Westergaard, et c'est publié aux éditions des éléphants. Et dans cet album, on va découvrir la biographie de Nikola Tesla, un homme dont on connaît évidemment le nom, mais dont on ne connaît certainement pas l'histoire. On suit donc la vie de Nikola Tesla depuis sa naissance en 1856 jusqu'à sa mort, et ce à travers toutes ses inventions, toutes ses découvertes et l'étrangeté de sa vie, dont sa passion pour les pigeons. C'est vraiment une histoire qui m'a apporté beaucoup puisque j'en ai appris sur Nikola Tesla, mais aussi il y a un travail graphique très fort qui m'a impacté, comme pour tous les livres de Julia Sarda, mais dans celui-ci je trouve que c'est d'autant plus marquant puisqu'il y a différentes formes d'insertion de l'illustration dans la narration qui sont développées, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Comme d'habitude, Julia Sarda utilise une palette restreinte, elle explore les perspectives et le cadre, c'est toujours passionnant à suivre, d'autant plus qu'ici il y a un dossier documentaire à la fin qui est très bien renseigné. Bref, un album à découvrir en 2023 si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment je vous recommande tous les autres albums de Julia Sarda, j'en ai découvert beaucoup en 2022 et tous ont été d'excellentes lectures, mais j'ai décidé d'en proposer que un dans cette sélection, sinon évidemment ils y auraient tous été. Côté manga, j'ai aussi terminé l'une de mes sagas favorites, un shoujo, donc une romance. C'est une romance de Hamitsu, elle s'intitule Jardin secret. Ici je tiens le 10e tome en main, puisque ce tome je sais l'avoir lu en 2022, je ne sais plus quel autre tome j'ai lu en 2022, mais bon, je sais qu'une partie de la saga je l'ai découvert l'année passée, et ça a été un énorme coup de cœur pour la douceur, pour les messages qui y sont transcrits et les sujets abordés sur une toile de fond d'une romance absolument adorable. Évidemment, vous l'aurez compris au titre, Jardin secret, il y est question de jardin et donc de fleurs. Je fais un raccourci, je pense pas que vous l'aviez compris, mais elle a une couronne de fleurs. On va dire que ça compte. Dans Jardin secret, le langage des fleurs a une énorme importance, et c'est ce qui m'a fait craquer pour ce manga à la base, et je ne regrette absolument pas, puisque le manga tient ses promesses, les fleurs ont une place éminente dans ce livre et permettent d'exprimer les sentiments, de dire aux autres qu'on les aime, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est donc une saga terminée en 10 tomes, elle est très accessible et je dirais qu'elle est même abordable puisque c'est un tout petit format. Je vous la recommande sincèrement, c'est doux, ça fait du bien. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des mangas, ce n'est pas trop complexe et la narration devrait vous accrocher suffisamment pour que vous puissiez aller au bout de la saga. Et avant que je vous parle de mon plus gros coup de cœur graphique de l'année 2022, je vais vous parler d'une excellente découverte, un coup de cœur aussi. Il s'agit d'un album jeunesse, Holo Naissance d'un héros, c'est
c'est un album de Didier Lévy et Pierre Vaquez publié aux éditions Sarbacane et c'est un album qui est entièrement réalisé en gravure. Si vous ne l'avez pas vu sur ma chaîne, il y a une interview de Pierre Vaquez de disponible à propos de cet album et je dois vous avouer qu'en sachant comment est réalisée chacune des illustrations de ce livre, on ne peut que tomber sous son charme. Holo, c'est l'histoire d'un requin qui fait le bien autour de lui, il sauve les poissons des filets des pêcheurs, il prend soin de ses congénères, seulement évidemment, lorsque les chats qui font office d'humains dans ce livre se rendent compte que c'est ce requin qui bousille leurs filets et leur empêche de pêcher de façon tranquille, et bien Holo va être capturé et de cette capture il va devoir s'échapper. Toute l'histoire est construite autour du personnage d'Holo, c'est le personnage principal et on le suit dans ses mésaventures et dans ses aventures. C'est vraiment une narration simple qui va à l'essentiel et qui est facilement compréhensible. Il n'y a ni 36 aventures ni 36 intrigues dans cet album, mais cela se suffit puisque la narration est enrichie d'illustrations profondes, colorées tout le temps en bleu et réalisées en manière noire, donc une technique de gravure qui prend énormément de temps et qui permet de rendre cet aspect lumineux. Bref, gros coup de cœur, d'autant plus que lorsqu'on connaît la technique, c'est fascinant à découvrir. Je vous le recommande sincèrement, ainsi que les autres albums du duo Didier Lévy-Pierre Vaquez, puisqu'ils sont tous extraordinaire. Et enfin on finit par une masterclass, le manga qui a chamboulé ma vie en 2022, je pense pouvoir dire ça parce que vraiment je ne faisais qu'en parler au moment où je le lisais. Il s'agit de la série Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi publiée aux éditions Kiyun. C'est un manga extrêmement dérangeant, mais c'est une œuvre à part entière au vu de la narration, des sujets et du graphisme de ce mangaka. On va suivre un petit garçon et sa mère et on va découvrir leur relation malsaine, la façon dont l'emprise de la mère détruit le fils. C'est un manga très noir qui prend le temps de s'installer. Au début on ne voit pas vraiment où le mangaka souhaite nous emmener, mais lorsque l'on se plonge entièrement dans l'œuvre, on découvre une construction psychologique très forte et une narration qui par le visuel retranscrit des ambiances mais aussi des sensations et des sentiments. C'est vraiment très poussé, il y a des doubles pages absolument fascinantes dans ce manga, tout autant qu'elles sont dérangeantes. Et pour ma part, j'ai absolument adoré. Bien évidemment c'est une saga qui est en cours, pour le moment il existe 11 tomes il me semble, en tout cas je suis à jour et j'attends avec impatience la suite. Et pour ceux qui aiment la saga longue, vous serez servis puisque apparemment Shuzo Oshimi n'en est qu'à l'introduction de son univers. En tout cas j'ai hâte de découvrir la suite, toutes les couvertures sont absolument magnifiques, fascinantes. Elle dégage quelque chose de doux alors que lorsque l'on lit le manga on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Bref, là c'est vraiment mon énorme coup de cœur de 2022. Cette saga fait partie de mon top 3 lecture de l'année donc je vous la recommande à 100%. Pour ma part je vais aller me plonger dans Happiness, l'autre série du mangaka qui vient juste d'être rééditée et j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Voilà, on arrive à la fin de ce top 10 de mes meilleures lectures graphiques de l'année 2022. J'espère que vous avez pris des notes et que vous découvrirez certains de ces titres parce que pour moi ce sont vraiment des lectures qui ont marqué mon année. Bien évidemment j'ai lu énormément d'autres graphiques et énormément d'entre eux ont été de superbes lectures, mais celles qui m'ont le plus marqué et que je ne vais pas cesser de recommander de sitôt, et bien ce sont celles que vous venez de découvrir. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour parler de mes meilleures découvertes du côté des romans pour l'année 2022. J'espère que vous serez au rendez-vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!